L'hôte de la montagne sacrée. Un conte de Thériault. Chapitre 1. Le gardien du sentier. La montagne sacrée dominait le royaume d'Elmar, comme un phare immobile, dressé au-dessus des plaines, des forêts et des villages. Son sommet, enveloppé d'une lumière douce, semblait toucher le ciel sans jamais s'y dissoudre. Les anciens racontaient qu'elle était plus vieille que les rois, plus éclairée que les sages, et qu'elle abritait au sommet la demeure du Très-Haut, un lieu où la paix était si profonde qu'elle faisait taire toutes les tempêtes du cœur. Beaucoup rêvaient d'y entrer, mais peu osaient d'entreprendre l'ascension. On disait que la montagne n'ouvrait son chemin qu'à ceux qui étaient prêts. Un matin, alors que le soleil se levait derrière les collines, un jeune voyageur, nommé Hérin, arriva au pied du sentier. Il avait marché longtemps, traversant des villages, des rivières et des champs, guidé par un désir qu'il ne comprenait pas encore. Son sac était léger, mais son cœur lourd de questions. Il s'arrêta un instant pour contempler la montagne. Elle semblait l'observer en retour, silencieuse, majestueuse, presque vivante. Assis sur une pierre plate, un vieil homme l'attendait. Il portait un manteau simple, mais une aura de sagesse l'entourait comme une lumière invisible. Sa barbe blanche descendait jusqu'à sa poitrine, et ses yeux, d'un gris profond, semblaient voir au-delà des apparences, comme s'il lisait les pensées, avant même qu'elles ne soient formulées. Tu es venu, dit-il sans se lever. Je t'attendais. Héran sursauta. Vous m'attendiez? Le vieil homme hocha la tête. Tous ceux qui arrivent ici sont entendus. La montagne appelle ceux qui ont une question dans le cœur. Et toi, jeune voyageur, quelle est la tienne? Héran resta silencieux un moment. Il aurait pu dire qu'il cherchait la paix ou la vérité ou un sens à la vie, mais ces mots lui semblaient trop vagues, trop grands. Il chercha en lui plus profondément et trouva une réponse simple mais vraie. Je veux apprendre à vivre droitement, dit-il enfin. Je veux comprendre ce que signifie être un homme juste. Le gardien sourit, comme si cette réponse était celle qu'il espérait entendre. Alors, sache ceci. La montagne n'accueille que ceux dont le cœur est clair. Tu devras traverser 5 terres, chacune révélant une vérité. Si tu mens, si tu blesses, si tu trahis, le chemin se refermera. Si tu avances avec droiture, il s'ouvrira. Héran sentit un frisson. Il n'était pas parfait. Il avait peur de ne pas être à la hauteur, mais il hocha la tête. Je suis prêt. Le gardien se leva lentement, comme si chaque geste avait un sens. Il leva son bâton sculpté, et le sol vibra légèrement. Le sentier, jusque-là invisible, apparut dans un souffle de lumière. Il serpentait entre les rochers, disparaissait dans une brume dorée. Va, Héran, dit le gardien, et souviens-toi, ce n'est pas la force de tes jambes qui te fera monter, mais la force de ton cœur. Héran fit un premier pas. Le vent se leva, comme pour l'encourager. La montagne semblait respirer. Il se retourna une dernière fois. Le gardien le regardait immobile, mais ses yeux brillaient d'une bienveillance profonde. Tu ne seras jamais seul sur ce chemin, murmura-t-il, même lorsque tu croiras l'être. Héran inspira profondément, puis s'engagea sur le sentier. La lumière de l'aube baignait la montagne. Le voyage commençait. Chapitre 2. La vallée des paroles vraies. Le sentier s'enfonçait dans une vallée étroite où la lumière semblait hésiter à entrer. Les parois rocheuses, hautes et irrégulières, formaient comme une gorge profonde, sculptée par des siècles de vent et de silence. Héran avançait prudemment, son bâton frappant le sol avec un écho clair. Mais très vite, il remarqua quelque chose d'étrange. Chaque son semblait se prolonger plus longtemps qu'il ne l'aurait dû, comme si la vallée retenait les bruits pour les examiner avant de les relâcher. Il fit un pas de plus. Le sol vibra légèrement. Un murmure s'éleva. Héran s'arrêta net. Le murmure venait des rochers eux-mêmes. Il s'accroupit, posa une main sur une pierre plate. Elle était tiède, presque vivante. Le murmure devint plus clair, comme une voix lointaine qui répétait ses propres pas. Chaque bruit qu'il produisait semblait revenir vers lui, mais transformé, amplifié,
comme si la vallée possédait une conscience. Il comprit alors qu'il se trouvait dans la vallée des paroles vraies, la première épreuve annoncée par le gardien. Il continua d'avancer, observant les parois. Certaines étaient lisses, comme du verre, d'autres rugueuses, comme de l'écorce. Toutes vibraient d'une énergie étrange. Il entendit soudain une voix humaine. Approchez, approchez! Mes potions guérissent tout. Elles rendent fort, riche, heureux. Un marchait se tenait au milieu du chemin, une charrette remplie de fioles colorées. Il agitait les bras avec enthousiasme, mais son sourire semblait trop large, trop brillant pour être sincère. Jeune voyageur, lança-t-il en voyant Errant, tu as l'air fatigué. Une goutte de ceci et tu marcheras sans jamais te lasser. Errant ouvrit la bouche pour répondre, mais les rochers le devancèrent. Ils répétèrent la voix du marchand, mais déformée, creuse, presque moqueuse. Vide, vide, vide. Le marchand pâlit. Ce n'est rien, ce sont des rochers stupides. Ne les écoute pas. Mais les pierres continuaient, implacables. Mensonge, mensonge. Errant, armé de courage, répondit. Non, tes paroles sont mensonges et vides. Le marchand recula terrifié, puis s'enfuit en abandonnant sa charrette. Des fioles tintèrent en roulant sur le sol, certaines se brisant dans un éclat de verre et de parfums artificiels. Errant resta immobile, troublé. La vallée révélait la vérité des paroles. Elle dénudait les intentions. Il reprit sa marche plus lentement. Chaque pas résonnait comme une question. Chaque souffle semblait peser, évaluer. Il sentit une pression dans sa poitrine, comme si la vallée l'observait, entendant qu'il parle. Il s'arrêta au centre de la gorge, là où les parois se rapprochaient, presque au point de se toucher. La lumière y était faible, filtrée par les hauteurs. Le silence était total. Errant inspira profondément. Il savait qu'il devait parler, mais quoi dire? Il pensa à ses peurs, à ses doutes, à ce qui l'avait poussé à entreprendre ce voyage. Il pensa à la montagne, à la lumière qu'il avait vue au sommet, à la question qui brûlait en lui depuis des années. Alors il dit simplement, je suis errant, et je cherche la droiture. Les rochers vibrèrent, le murmure se fit plus fort, puis les pierres répétèrent sa phrase sans la déformer. Droiture, droiture. Le son était clair, presque musical. Il résonna longtemps, comme une bénédiction. Errant sentit une chaleur douce se répandre dans sa poitrine. La vallée l'avait accepté. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, une voix plus profonde, plus ancienne, s'éleva des parois. Elle n'était pas hostile, mais grave, solennelle. Celui qui parle avec un cœur sincère n'a rien à craindre de la lumière. Errant frissonna. La vallée venait de lui adresser une parole vivante. Il s'inclina légèrement par respect. Puis il reprit le sentier qui s'élargissait à mesure qu'il avançait, comme si la vallée elle-même lui ouvrait la voie. Lorsqu'il atteignit la sortie, la lumière du jour l'aveugla un instant et il se retourna. La gorge semblait plus sombre qu'avant, mais il n'en avait plus peur. Il avait passé la première épreuve, et il savait désormais que la vérité ne tremble que lorsqu'elle est examinée. Chapitre 3. Le pont de justice. Le sentier quittait la vallée et s'élevait doucement vers une région plus aride. Les arbres se faisaient rares, remplacés par des rochers sculptés par le vent. Le ciel, d'un bleu profond, semblait plus vaste. Ici, comme si la montagne voulait rappeler à Errant qu'il n'était qu'un voyageur minuscule dans un monde immense. Pourtant, il avançait avec une détermination nouvelle, porté par la vérité qu'il avait rencontrée dans la vallée. Après plusieurs heures de marche, il entendit un grondement sourd, comme un souffle puissant qui montait des entrailles de la terre. Le sentier débouchait soudain sur un ravin gigantesque. La faille s'étendait à perte de vue, si profonde que la lumière n'en atteignait pas le fond. Un vent froid remontait des profondeurs, sifflant entre les parois comme une plainte ancienne. Un pont de bois, étroit et fragile, en était le seul passage. Ses planches semblaient usées par le temps, certaines légèrement disjointes, d'autres noircies par l'humidité. Il oscillait doucement sous les rafales comme s'il respirait. Errant s'approcha prudemment. C'est alors qu'il entendit la voix.
Au milieu du pont, deux hommes se faisaient face. L'un était richement vêtu, manteau de soie, anneaux d'or, bottes impeccables. L'autre portait des vêtements usés, un manteau rapiécé, et tenait une petite bourse vide dans sa poitrine. Le riche gesticula avec colère. Laisse-moi passer, cria-t-il. Je suis un homme important, ma vie vaut plus que la tienne. Le mendiant tremblait, les yeux abaissés. Je veux juste rejoindre ma famille, murmura-t-il. Je ne demande qu'un passage. Le pont vibrait dangereusement sous leurs cris. Héran sentit son cœur se serrer. Il avança. Que se passe-t-il demanda-t-il calmement. Le riche se tourna vers lui, outré. Ce misérable bloque le passage. Je dois traverser le premier, c'est mon droit. Héran observa les deux hommes. Le riche avait le regard dur, impatient, plein de certitude. Le mendiant, lui, semblait prêt à renoncer, comme s'il avait l'habitude d'être poussé. Le vent souffla plus fort. Le pont gémit. Héran comprit que ce n'était pas seulement un passage physique, c'était une épreuve de justice. Il posa une main sur la rambarde. Le premier doit être celui qui a le plus besoin d'avancer, dit-il doucement. Le riche éclata de rire. Quelle absurdité! Le monde n'a jamais fonctionné ainsi. Héran ne répondit pas. Il se tourna vers le mendiant. Viens, je vais t'aider à traverser. Le mendiant hésita, puis hocha la tête. Héran l'accompagna pas à pas. À mesure qu'il avançait, le pont qui jusque-là tremblait devint étonnamment stable. Les planches semblaient se renforcer sous leurs pieds, comme s'ils reconnaissaient la justesse de leur démarche. Arrivé de l'autre côté, le mendiant éclata en sanglots. Merci, merci, je n'ai rien à t'offrir. Tu n'as rien à offrir, mais tu as tout à recevoir, répondit Héran avec douceur. Le mendiant disparut dans un souffle de lumière. Il n'était pas un simple voyageur, mais une épreuve envoyée par la montagne. Héran se retourna. Le riche resté seul au milieu du pont semblait soudain bien petit. Il tremblait, non de peur, mais de honte. Pourquoi m'as-tu laissé demanda-t-il d'une voix brisée. Héran revint vers lui. Je t'ai pas laissé. Je t'ai donné le temps de réfléchir. Il tendit la main. Le riche la saisit, hésitant. Ensemble, ils traversèrent le pont. Cette fois, les planches restèrent solides, comme si elles reconnaissaient que la justice ne choisit pas ses favoris. Elle soutient le faible, mais elle ne méprise pas le plus fort. Arrivé de l'autre côté, le riche baissa les yeux. Je, je, je ne comprends pas pourquoi tu m'as aidé. C'est parce que la justice n'est pas la vengeance, répondit Héran. Elle ne fait pas de favoritisme. Le riche hocha la tête, bouleversé, puis il s'éloigna silencieux, méditant sur ce qu'il venait de vivre. Héran resta un moment au bord du ravin. Le vent soufflait encore, mais il n'y avait plus la même voix. Il semblait plus doux, presque reconnaissant. Il avait passé la deuxième épreuve. Il savait désormais que la justice rend les chemins sûrs, même pour ceux qui ne la comprennent pas encore. Chapitre 4. La plaine des serments. Le sentier quittait le ravin et s'ouvrait sur une vaste plaine balayée par un vent puissant. À perte de vue, l'herbe ondulait comme une mer verte, et le ciel semblait plus large ici, presque trop grand pour un seul regard. Héran sentit immédiatement que cet endroit était différent. L'air vibrait d'une tension étrange, comme si des milliers de voix invisibles murmuraient autour de lui. Il avança prudemment. Très vite, il aperçut des silhouettes éparpillées dans la plaine. Des voyageurs, des marchands, des soldats, des femmes portant des paniers, des enfants courant près le vent. Tous parlaient, tous promettaient, tous juraient. Je reviendrai demain, je te le jure. Je t'aiderai plus tard, c'est promis. Je ne t'oublierai jamais. Je serai là, tu peux compter sur moi. Mais le vent arracha leurs paroles et les dispersa comme des feuilles mortes. Les mots s'envolaient, se déchiraient, se dissolvaient dans l'air. Héran comprit alors que cette terre n'était pas une simple peine. C'était la plaine des serments, où les promesses creuses étaient balayées avant même d'être tenues. Il observa un homme qui jurait fidélité à un ami, puis s'éloigna sans même un regard. Une femme promettait d'aider une vieille dame, puis s'en allait en riant. Un marchand jurait qu'il reviendrait payer sa dette, mais prenait la fuite dès que l'autre détournait les yeux. Le vent riait, moqueur, emportant leurs mensonges. Héran sentit un pincement au cœur.
Il avait lui-même déjà fait des promesses qu'il n'avait pas tenues. Il savait ce que c'était de décevoir. Il continua d'avancer, le vent fouettant leur visage. C'est alors qu'une femme s'approcha de lui. Elle portait une jarre de terre cuite, si lourde qu'elle semblait à peine peiner à chaque pas. Son visage était doux, mais fatigué. Ses yeux sombres et profonds semblaient chercher quelque chose. Voyageur, dit-elle d'une voix faible, pourrais-tu m'aider à porter cette jarre jusqu'au village? Il est juste derrière la colline. Héran regarda la jarre. Elle était énorme. Il regarda la colline. Elle semblait loin. Il regarda ses mains. Elles tremblaient encore de l'effort du pont. Il hésitait. Il était fatigué. Il avait encore un long chemin à parcourir. Il aurait pu dire non. Il aurait pu inventer une excuse. Il aurait pu promettre de revenir plus tard. Mais il se souvient des paroles du gardien. La montagne n'accueille que ceux dont le cœur est clair. Alors il dit simplement: Oui, je t'aiderai. La femme lui tendit la jarre. Elle était encore plus lourde qu'il ne l'avait imaginé. Ses bras protestèrent immédiatement. Le vent se leva, comme pour tester sa détermination. Héran s'avança pas à pas. La jarre pesait comme une pierre. Le vent semblait se moquer de lui, sifflant autour de ses oreilles. Tu n'y arriveras pas. Pourquoi t'imposer cela? Personne ne sera si tu abandonnes. Les murmures du vent étaient perfides, presque humains. Mais Héran serra les dents. Il continua. La colline se rapprochait. Ses bras brûlaient. Ses jambes tremblaient. La jarre glissait entre ses doigts. Tu peux t'arrêter, dit la femme doucement. Je t'en voudrais pas. Héran secoua la tête. J'ai donné ma parole. Il fit un dernier effort, un pas, puis un autre, puis encore un. Enfin, ils atteignirent le sommet de la colline. Le village apparaissait en contrebas, paisible, baigné de lumière. Héran posa la jarre au sol, épuisé. Il s'essuya le front, haletant. Merci, dit la femme. Elle posa une main sur son épaule. Son visage s'illumina, sa silhouette devint floue, puis brillante, et dans un souffle de lumière, elle disparut. Héran resta immobile, stupéfait. Il comprit alors qu'elle n'était pas une simple voyageuse, mais une épreuve envoyée par la montagne. Le vent se tut. La plaine devient calme. Les silhouettes lointaines cessèrent de parler. Le silence s'installa, profond, respectueux. Héran sentit une chaleur douce dans sa poitrine. Il avait tenu sa parole, même quand cela lui avait coûté. Il avait passé la troisième épreuve. Il savait désormais que la fidélité à ses engagements est une force qui ne se voit pas, mais qui transforme tout. Chapitre 5. La cité des regards. Le sentier quittait la plaine et s'enfonçait dans une région où la lumière semblait changer de couleur à chaque pas, par moments dorée, par moments argentée. Elle donnait un paysage, un aspect presque irréel. Héran avançait avec prudence, car il sentait que cette terre n'était pas comme les autres. Le vent, qui jusque-là avait été son compagnon, se fit soudain silencieux, comme s'il retenait son souffle. Au détour d'un rocher, la vue s'ouvrit sur une cité immense. Ses murs étaient faits de pierres blanches, si polies qu'elles reflétaient le ciel comme un miroir. Les rues étaient larges, pavées de marbre clair. Des étendards colorés flottaient au vent, et des centaines de personnes circulaient, parlant, riant, marchandant. À première vue, tout semblait harmonieux. Mais dès qu'Héran franchit la porte de la ville, il sentit une tension subtile, presque invisible. Les regards, ils glissaient sur lui comme des lames fines. Ils le jugeaient, le pesaient, le classaient. Une femme élégante, vêtue d'une robe brodée d'or, le dévisagea du haut en bas avant de détourner les yeux avec un dédain. Un groupe de jeunes hommes richement habillés éclata de rire en voyant des vêtements poussiéreux. Un marchand, derrière son étal, fronça les sourcils en le voyant approcher, comme s'il craignait qu'Héran ne fasse baisser la valeur de ses marchandises par sa simple présence. Héran sentit une chaleur désagréable monter dans sa poitrine. Il n'était pas habitué à être jugé ainsi. Il se força à avancer. Au centre de la cité se trouvait une grande fontaine. L'eau y jaillissait
en arc gracieux, scintillant sous la lumière changeante. Autour des bancs de pierre accueillaient les passants. Mais Errant remarqua immédiatement une scène qui lui serra le cœur. Un vieillard vêtu de haillons tentait de s'approcher de la fontaine avec une petite coupe de bois, mais ses mains tremblaient. Il semblait épuisé, mais à chaque fois qu'il s'approchait, quelqu'un le repoussait. Va-t'en, tu salis l'endroit. Cette fontaine n'est pas pour les mendiants. Trouve-toi un autre endroit. Le vieillard recula, les yeux baissés, honteux. Errant sentit une colère sourde monter en lui. Il s'approcha du vieillard et posa une main sur son épaule. Venez, dit-il doucement, je vais vous aider. Il l'aida à s'asseoir sur un banc à l'ombre, puis remplit sa coupe d'eau fraîche. Le vieillard but lentement, comme si chaque gorgée était un trésor. Un homme riche vêtu d'un manteau de velours s'approcha en ricanant. Pourquoi t'abaisser ainsi demanda-t-il. Cet homme ne vaut rien. Tu perds ton temps. Errant se leva, le regard calme mais ferme. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, dit-il, mais à ce qu'il porte dans son cœur. Le riche éclata de rire. Quelle naïveté! Dans cette cité, seuls les puissants comptent. Errant ne répondit pas. Il se tourna vers le vieillard qui le regardait avec des yeux brillants, presque trop brillants pour être humains. Merci, murmura le vieillard. Peu de gens voient au-delà des apparences. Il posa une main sur la joue d'Errant. Sa peau devint lumineuse, son visage changeant, ses ayons disparurent. Devant Errant se tenait maintenant un homme majestueux, vêtu d'un manteau blanc, ses yeux brillants comme deux étoiles. Les passants reculèrent, stupéfaits. Tu as vu ce que les autres refusent de voir, dit-il. Tu as honoré celui qui était méprisé. Tu as reconnu la dignité là où d'autres ne voyaient que poussière. Il leva la main. La cité trembla. Les murs se fissurèrent. Les rues se brouillèrent comme un mirage. Cette cité n'était qu'une illusion, dit-il. Une épreuve pour ton regard. Tu as réussi. La lumière l'enveloppa. La cité disparut. Errant se retrouva seul sur le sentier, le cœur battant. Il avait passé la quatrième épreuve, et il savait désormais que le respect donné au juste est une porte vers la lumière, et que la vraie valeur d'un être ne se voit qu'avec un regard pur. Chapitre 6. Le désert des intentions. Le sentier quittait la cité des regards et s'enfonçait dans une région où la lumière semblait se dissoudre dans l'air. Les couleurs perdaient leur éclat, comme si le monde hésitait entre l'ombre et le crépuscule. Errant marcha longtemps, jusqu'à ce que ces derniers arbres disparaissent derrière lui. Devant lui s'étendait une immensité silencieuse, un désert pâle, presque blanc, où le sable semblait fait d'une poussière de lune. Il fit quelques pas. Le silence était total. Pas un souffle de vent, pas un cri d'oiseau, pas même l'écho de ses propres pas. Errant sentit une étrange sensation l'envahir, comme si le désert absorbait tout ce qu'il était, comme si ce lieu ne jugeait pas ses actions, mais ses intentions. Il avança encore. Le soleil, haut dans le ciel, ne brûlait pas. Il éclairait sans chaleur, comme une lampe froide. Le désert semblait hors du temps. Après une heure de marche, Errant sentit une fatigue inhabituelle, pas celle du corps, mais celle de l'esprit. Ses pensées devinrent lourdes, comme si chaque idée pesait une pierre. Il tenta de se concentrer, mais ses pensées se dispersaient, comme du sable entre ses doigts. Puis les murmures commencèrent. Il ne venait pas du vent, il n'y en avait pas. Il ne venait pas du sol, il était immobile. Il venait de lui. Pourquoi montes-tu? Tu n'es pas assez pur, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas digne, tu n'arriveras jamais au sommet. Errant s'arrêta, le cœur battant. Il regarda autour de lui, le désert était vide, mais les murmures continuaient, plus insistants. Tu mens toi-même, tu veux être juste, mais tu as peur. Tu veux être bon, mais tu doutes. Tu veux la lumière, mais tu portes encore des ombres. Errant sentit ses jambes trembler. Il tomba à genoux. Le sable froid glissa entre ses doigts. Il comprit alors que ce désert n'était pas un lieu extérieur, c'était un miroir de son cœur. Il ferma les yeux. Les murmures devinrent plus forts. Errant inspira profondément, puis il répondit d'une voix faible mais ferme. Je ne suis pas parfait.
Il ouvrit les yeux. Le désert sembla frémir. « Je ne suis pas sans défaut. » Le sable vibra légèrement. « Mais je marche vers la lumière. » Une lueur apparut à l'horizon. « Et c'est cela qui me rend digne. » Les murmures se turent. Le silence revint, mais un silence différent, un silence apaisé, respectueux. Errant se releva. Le désert avait changé. Le sable brillait, légèrement comme si une lumière intérieure l'illuminait. Le ciel, auparavant pâle, prenait une teinte dorée. Il fit un pas. Le sol vibra. Une ligne de lumière apparut devant lui, dessinant un chemin clair à travers l'immensité. Il comprit alors que la montagne ne demandait pas la perfection, elle demandait la sincérité, la fidélité à la lumière, même lorsque l'ombre murmure. Il marcha sur le chemin lumineux. À chaque pas, il sentait son cœur s'alléger. Ses doutes se dissipaient comme la brume. Ses peurs perdaient leur pouvoir. Lorsqu'il atteignit la fin du désert, il se retourna une dernière fois. L'immensité blanche semblait paisible, presque belle. Il comprit qu'il venait de traverser non pas un lieu, mais une part de lui-même. Il avait passé la 5e épreuve, et il savait désormais que la droiture n'est pas l'absence d'ombre, mais la fidélité à la lumière, malgré l'ombre. Le sentier montait maintenant vers les hauteurs. Le sommet n'était plus très loin. Chapitre 7. L'hôte de la montagne. Le sentier quittait le désert lumineux et s'élevait vers les hauteurs. L'air devenait plus frais, plus pur, presque cristallin. À mesure qu'Héra montait, il sentait une présence nouvelle, subtile, comme si la montagne elle-même respirait autour de lui. Les rochers prenaient des teintes argentées. Les herbes se faisaient plus rares, mais chacune semblait vibrer d'une lumière intérieure. Le silence n'était plus vide. Il était plein, dense, vibrant, comme un chant que seul le cœur pouvait entendre. Après une longue ascension, Héra atteignit un plateau. Devant lui se dressait la demeure du Très-Haut. Ce n'est pas un palais de pierre ni un temple sculpté. C'était une structure vivante, faite de lumière et de brume, de racines anciennes et de branches tressées, comme si la montagne avait façonné elle-même un sanctuaire. Les murs semblaient respirer. Les colonnes étaient des troncs d'arbres millénaires dont l'écorce brillait comme de l'or pâle. Le toit était une voûte de lumière mouvante, semblable à un ciel nocturne où les étoiles auraient décidé de danser. Héran resta immobile, saisi par la beauté du lieu. Il sentit ses genoux trembler, non de peur, mais d'humilité, devant tant de beauté, tant de sérénité. Une silhouette se détacha de la lumière. Le gardien du sentier se tenait là, comme s'il l'avait précédé sans jamais marcher. Sa barbe blanche semblait plus lumineuse qu'auparavant, et ses yeux, d'un gris profond, contenaient maintenant des reflets d'argent. « Tu es arrivé? » dit-il d'une voix douce. « Beaucoup commencent ce chemin, peu le terminent. » Héran baissa la tête. « Je ne sais pas si j'ai été à la hauteur. » Le gardien sourit. « Tu as traversé la vallée des paroles vraies, sans craindre la vérité. Tu as franchi le pont de justice, en soutenant le faible, sans mépriser le fort. Tu as porté le serment jusqu'au bout, même lorsque ton corps voulait abandonner. Tu as honoré celui que tous méprisaient, révélant ta dignité cachée. Tu as affronté tes propres ombres dans le désert, sans fuir, sans mentir. » Il posa une main sur l'épaule d'Héran. Son toucher était léger, mais Héran sentit une chaleur profonde se répandre en lui. « La montagne n'attend pas des hommes qu'ils soient parfaits, dit-il. Elle attend qu'ils soient vrais, et tu l'as été. » Héran sentit ses yeux s'embuer. Il n'avait jamais cherché la gloire. Il avait simplement voulu comprendre comment vivre droitement. Le gardien fit un geste. La porte de lumière s'ouvrit. « Entre, Héran. »« Que vais-je trouver? » demanda-t-il dans un souffle. « Ce que ton cœur cherche depuis toujours. » Héran franchit le seuil. La lumière l'enveloppa immédiatement, douce comme une étreinte, chaude comme un foyer. Il sentit ses peurs se dissoudre, ses doutes s'apaiser, ses blessures intérieures se fermer. Il n'était plus seul, il n'était plus perdu, il n'était plus en quête, il était arrivé. Devant lui, la salle intérieure s'étendait comme un horizon infini. Il n'y avait ni mur, ni plafond,
ni sol, seulement une lumière, vibrante, vivante, qui semblait respirer avec lui. Une voix s'éleva. Pas une voix humaine, une voix faite de vent, de lumière, de silence, de profondeur. Errant, il tomba à genoux. Des larmes coulèrent sur ses joues. Tu as cherché la justice et tu l'as trouvée. Tu as cherché la vérité et elle t'a guidé. Tu as cherché la droiture et elle t'a façonné. Tu as cherché la paix et elle t'habite désormais. La lumière pulsa doucement. Ceux qui marchent ainsi ne chancellent jamais. Ils deviennent des piliers, des refuges, des sources de lumière dans les vallées sombres. Errant sentit son cœur s'ouvrir comme une fleur. Il comprit alors que la montagne n'était pas un lieu à atteindre, mais un chemin à vivre, un chemin qui commençait maintenant. La lumière l'enveloppa entièrement. Il ferma les yeux et il entra dans la paix. Suivez les prochaines aventures d'Errant, porteur de lumière. C'était L'Hôte de la montagne sacrée, un conte de Thériault.